affirmation du tiers-monde. La décolonisation du Proche-Orient, la question palestinienne et les relations israélo-arabes. Introduction. Les États du Proche-Orient, Turquie, Chypre, Syrie, Liban, Israël, Jordanie, Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweït, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Qatar, Yémen, Oman. Afghanistan, constitue un espace géopolitique souvent confondu au Moyen-Orient dans les relations internationales, c'est un carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. C'est dans cette région charnière et stratégique que va naître un conflit latent qui dure et perdure entre le monde arabe et Israël en ce qui concerne la Palestine. Pourquoi un conflit en Palestine entre Palestiniens et Israéliens ? S'agit-il d'une décolonisation ou d'une colonisation israélienne ? Rappels historiques de la naissance du conflit. Géographiquement, la Palestine correspond à la partie occidentale du Proche-Orient, à cheval sur le fleuve Jourdain, entre le Liban au nord, la mer Morte au sud, la Méditerranée à l'ouest et la Syrie et la Jordanie à l'est. Ancienne possession des Turcs de l'Empire ottoman. La Palestine est placée sous mandat de la SDN et sous tutelle de la Grande-Bretagne après la première G.M. grâce aux accords secrets de Sykes-Picot, Sir Mark Sykes de la Grande-Bretagne et François Georges Picot de la France, deux ministres des Affaires étrangères, signé le 16 mai 1916 entre la France et la Grande-Bretagne prévoyant le partage de l'Empire ottoman. La région proche-orientale est devenue le siège de rivalités internationales liées à des enjeux d'ordre historique, géostratégique, économique et religieux. En effet, la Palestine est le berceau de trois religions révélées, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Après le démembrement de l'Empire ottoman par le traité de Sèvres, France, et la conférence de San Remo, Italie, en 1920. Le Proche-Orient est mis sous mandat britannique et français, Palestine confiée à la Grande-Bretagne, le Liban et la Syrie à la France. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne renforce sa tutelle et récupère les mandats français. Mais sous la pression des nationalismes juifs et arabes, elle finit par remettre la question du Proche-Orient aux Nations Unies, après avoir favorisé la création de la Ligue arabe. Caire le 22 mars 1945. La naissance de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, dans un contexte de guerre froide aboutit à l'installation d'une véritable poudrière. Une zone de tensions et de conflits où s'affrontent plusieurs acteurs. Des conflits entre Arabes et Juifs qui durent et perdurent à cause des multiples enjeux qui présagent d'une paix impossible malgré tous les efforts de résolution de la crise, résolution 181, 194, 242 et 338. Les enjeux au Proche-Orient, les germes du conflit. Les enjeux d'ordre historique. Le Proche-Orient est une terre promise à Abraham et à ses descendants par Dieu selon la Bible. Une terre convoitée par beaucoup de peuples. Ainsi, entre 586 à 329, la Palestine est sous domination babylonienne. Entre 322 à 37, sous domination hellénistique. Entre 37 à 324 après J.C., sous domination romaine. Entre 324 à 640 après J.C., sous domination byzantine. Entre 640 à 1099 après J.C., sous domination arabe. Entre 1099 à 1291, sous domination des croisades des chrétiens. Entre 1291 à 1517, sous domination des Mamelouks d'Égypte. Entre 1517 à 1917, sous domination ottomane. Entre 1917 à 1947, sous domination anglaise. Si les Juifs sous la conduite successive de Moïse puis de David et de Salomon ont bâti un temple à Jérusalem, leur histoire a été celle d'exil. En effet, à partir du IVe siècle, ils cessèrent de jouer un rôle important dans la région.
Leur centre de gravité passe dès lors de la Mésopotamie, 4e siècle, puis en Espagne, 11e siècle, enfin en Europe, surtout en Pologne de l'Est. Cependant, tout au long de cet exil séculaire, les Juifs de la diaspora conservent l'espoir d'un retour à Sion, sionisme. Les enjeux d'ordre géostratégique. Les États du Proche-Orient constituent un espace géopolitique, un carrefour entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. C'est un haut lieu de passage du trafic international avec le canal de Suez. Au niveau sécuritaire, le plateau de Golan est une zone de conflit entre la Syrie et Israël. Enfin, la question des eaux du Jourdain et la nappe phréatique de la Cisjordanie constituent des enjeux majeurs si l'on sait que Israël est un pays désertique. Les enjeux d'ordre économique. La richesse en hydrocarbures fait du Proche-Orient une des régions les plus convoitées du monde. Les grandes puissances y livrent une lutte d'influence pour assurer leur approvisionnement en produits pétroliers et gaziers. Les enjeux culturels et ethniques. Le Proche-Orient connaît une diversité ethnique et culturelle. Les différentes composantes sont les Arabes, les Perses, les Juifs, les Turcs. À côté de cette diversité ethnique qui est source de conflits, on a celle religieuse avec 3 religions révélées: le judaïsme, le christianisme et l'islam. Leurs racines communes ont engendré un conflit sur cette terre avec des lieux saints pour chaque communauté religieuse, chacune revendiquant la paternité. Exemple, le mur des Lamentations, le caveau des patriarches pour les Juifs, la basilique de la Nativité de Bethléem. Le mont des Béatitudes et l'église de Saint-Sépulcre, tombeau de Jésus-Christ, pour les chrétiens, la mosquée d'Al-Aqsa, la mosquée d'Omar, le caveau des patriarches à Hébron pour les musulmans. Ainsi la ville de Jérusalem est un lieu où cohabitent difficilement les communautés religieuses. Du sionisme à la naissance de l'État d'Israël. La naissance du sionisme, les prémices du conflit. Theodor Herzl, 1860 à 1904, un journaliste et écrivain juif autrichien, capitale Vienne, est l'auteur du livre, en 1896 Der Judenstaat ou l'État juif. Essai de solution moderne à la question juive, livre dans lequel il préconise la création d'un État pour le peuple juif en Palestine. Une année après, en 1897, un premier congrès à Bâle, Suisse, permis de mettre sur pied l'O.SM, Organisation sioniste mondiale, pour développer le sionisme considéré comme une idéologie religieuse et politique. Dans l'optique d'un retour de la diaspora juive dispersée en Europe, Herzl va permettre la création d'un Fonds national juif en 1901. Une véritable institution bancaire spécialisée dans le rachat des terres en Palestine, la Palestine considérée comme la terre promise ou le royaume de David selon la Bible. La période coloniale, 1916 à 1948. Les Anglais, après avoir signé avec les Arabes les accords Hussein-Mac-Mahon en 1916 pour combattre les Ottomans, sont revenus pour signer, en secret, les accords Sykes-Picot en 1916 pour le contrôle du Proche-Orient avec les Français. Signés au cours de la première G.M, les accords anticipent la dislocation de l'Empire ottoman. À travers la déclaration de Arthur James Balfour, 1848 à 1930, secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, du 2 novembre 1917, la Grande-Bretagne, nouvelle puissance occupante de la Palestine, donne son soutien à l'établissement d'un foyer national juif sur ce territoire. Ainsi, en 1917 la communauté juive en la personne de Chaim Weizmann, président de l'Organisation sioniste mondiale, obtient l'appui britannique pour la création d'un foyer sioniste. Toutefois, la Grande-Bretagne devait attendre le 24 juillet 1922 pour que la SDN lui confie le mandat d'administrer la Palestine avec une double mission: créer un État juif. Ne point frustrer et contrarier les Arabes malgré leur politique de panarabisme. L'immigration des Juifs européens vers la Palestine est ainsi encouragée.
Leur nombre atteint 455 000 en 1939. Ils étaient en réalité persécutés par le régime du 3e Reich d'Adolf Hitler, au pouvoir en Allemagne, durant la deuxième G.M, nuit de cristal, Shoah, camp de concentration, four crématoire. Holocauste. Leur sort était également peu enviable en France avec l'affaire Dreyfus, Alfred Dreyfus, un officier juif accusé d'espionnage pour le compte de l'Allemagne. Sans oublier qu'en 1917 déjà, les pogroms antisémites en Russie qui étaient des actions violentes de masse contre les Juifs les avaient obligés à fuir. Face à l'immigration massive, les Palestiniens organisèrent une grande insurrection contre l'autorité occupante et contre le mouvement sioniste qui s'établit progressivement. Cette révolte s'est déroulée de 1936 à 1939. En réaction à cette révolte, les premiers immigrés juifs mettent sur pied des milices d'autodéfense, Irgun, le groupe Stern, et une véritable armée, la Haganah. L'arrêt de l'insurrection est lié à la publication d'un livre blanc en 1939 limitant l'immigration juive et l'acquisition des terres en Palestine. Déjà en 1937, un premier plan de partage à l'initiative de William Pell, Commission Pell, propose l'octroi de 30% de la Palestine à un nouvel État juif devant s'étendre d'Acre à Tel Aviv avec un statut particulier des territoires de Ramallah, de Nazareth et de Jérusalem. Cette initiative ne sera jamais appliquée. Les sionistes marqueront leur désaccord et proposent en 1942, à New York, lors du Congrès sioniste mondial, à l'hôtel Baltimore, USA. Le programme Baltimore qui vise à instaurer un État juif sur toute la Palestine et exige un Commonwealth démocratique juif en tant qu'élément d'un nouvel ordre mondial après la guerre. La période coloniale prend fin lorsque le Premier ministre David Ben-Gourion, 1886 à 1973, proclame l'État d'Israël le 14 mai 1948. L'ONU et les plans de partage. La résolution 181, le 29 novembre 1947, l'ONU adopta un plan de partage pour créer un État juif et un État arabe par la résolution 181. Plan qui donnerait 55% du territoire, 14 000 km², aux Juifs pourtant minoritaires à 30%, soit 687 000 Juifs et 45% du territoire aux Arabes qui sont majoritaires, soit 1 305 000 Arabes. Cette résolution 181 préconise le partage de la Palestine en 3 parties. Un État juif composé de la Galilée orientale, d'une longue bande côtière et de la plus grande partie du désert de Negev. Un État arabe composé de la Galilée occidentale, du centre de la Palestine avec la Samarie et la Judée et des régions de Gaza. Jérusalem internationalisée et sous le contrôle des Nations Unies. Le plan de partage onusien fait montre d'un déséquilibre flagrant en faveur du futur État juif, il est rejeté par les Arabes. Texte, le plan de partage de l'ONU du 29 novembre 1947 ou la résolution 181. Le mandat britannique pour la Palestine prendra fin aussitôt que possible, et en tout cas le 1er août 1948 au plus tard. Les États indépendants arabes et juifs ainsi que le régime international particulier prévu pour la ville de Jérusalem commenceront d'exister en Palestine 2 mois après que l'évacuation des forces armée de la puissance mandataire aura été achevée, et en tout cas le 1er octobre 1948 au plus tard. Il ne sera porté aucune atteinte aux droits existants concernant les lieux saints, édifices ou sites religieux. En ce qui concerne les lieux saints, la liberté d'accès, de visite et de transit sera garantie, conformément aux droits existants. À tous les résidents ou citoyens de l'autre État et de la ville de Jérusalem. Aucune expropriation d'un terrain possédé par un arabe dans l'État juif, par un juif dans l'État arabe, ne sera autorisée. Une union économique sera créée entre les deux États, avec pour but la création d'une union douanière, l'établissement d'un système monétaire commun prévoyant un taux de change unique.
Le développement économique commun, particulièrement en ce qui concerne l'irrigation, la mise en valeur des terres et la conservation des sols. La résolution 194, le 11 décembre 1948, l'Assemblée générale de l'ONU décide. Astérisque les lieux saints, notamment Nazareth, et les édifices religieux de Palestine devraient être protégés et leur libre accès assuré. Astérisque les réfugiés palestiniens qui le désirent peuvent rentrer et vivre en paix avec leurs voisins. La résolution 242, le 22 novembre 1967, le Conseil de sécurité de l'ONU prend entre autres décisions. Astérisque le retrait des forces israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit, la guerre des 6 jours. Astérisque le respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance territoriale de chaque État. Astérisque le règlement du problème des réfugiés palestiniens. Texte, la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU en date du 22 novembre 1967 demandant la restitution des territoires occupés après la guerre des 6 jours. Le Conseil de sécurité, exprimant l'inquiétude que continue de lui causer la grave situation en Proche-Orient. Soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre et la nécessité du verrer pour une paix juste et durable permettant à chaque État de la région de vivre en paix. Soulignant en outre que tous les États membres, en acceptant la Charte des Nations Unies, ont contracté l'engagement d'agir conformément à l'article 2 de la Charte. 1. Affirme que l'accomplissement des principes de la Charte des Nations Unies exige l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient qui devrait comprendre l'application des deux principes suivants. A. Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit. B. Reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité et de l'indépendance politique de chaque État de la région et de son droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. À l'abri de menaces ou d'actes de force. 2. Affirme en outre la nécessité, a. de garantir la liberté de navigation sur les voies internationales de la région, b. de réaliser un juste règlement de problèmes de réfugiés. C. De garantir l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque État de la région par des mesures comprenant la création de zones démilitarisées. La résolution 338, le 22 octobre 1973, le Conseil de sécurité de l'ONU demande. Astérisque à toutes les parties de commencer, immédiatement, après le cessez-le-feu l'application de la résolution 242. Astérisque à toutes les parties de mettre fin à toute activité militaire dans les positions qu'elle occupe. Texte, résolution 338 du Conseil de sécurité de l'ONU du 22 octobre 1973. Le Conseil de sécurité 1. Demande à toutes les parties au présent combat de cesser le feu et de mettre fin à toute activité militaire immédiatement. 12 heures au plus tard après le moment de l'adoption de la présente décision, dans les positions qu'elle occupe maintenant. 2. Demande aux parties en cause de commencer immédiatement après le cessez-le-feu l'application de la résolution 242, 1967, du Conseil de sécurité, en date du 22 novembre 1967, dans toutes ses parties. 3. Décide que, immédiatement et en même temps que cessez-le-feu, des négociations commenceront entre les parties en cause sous les auspices appropriés en vue d'instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient. Les guerres israélo-arabes. La première guerre israélo-arabe ou guerre d'indépendance, entre mai 1948 et juin 1949. Aussitôt proclamée, l'État hébreu doit faire face à une coalition de 5 États de la Ligue arabe, Égypte, Irak, Liban, Syrie et Transjordanie. Le 15 mai 1948, ces États refusent le plan de partage de l'ONU du 29 novembre 1947, résolution 181, et attaquent Israël. Leurs forces sont plus nombreuses mais tactiquement et stratégiquement plus faibles. Elles seront vaincues par l'armée israélienne forte seulement de 70 000 hommes, renforcée par des contingents venus d'Europe de l'Est et aidée par les USA.
Humiliés sur les plans militaires et moral, les pays arabes durent accepter le cessez-le-feu proposé par l'ONU. L'armistice signé à Rhodes, Grèce, le 24 février 1949, consacre la victoire d'Israël. Ce qui lui permet d'étendre son territoire à 78%, soit 6600 km² de plus, sur la Palestine historique et occupe Jérusalem-Ouest. Le 11 mai 1949, Israël est admis comme membre de l'ONU. Le reste du territoire palestinien est sous administration palestinienne, la bande de Gaza, et jordanienne, la Cisjordanie. Cette victoire israélienne donne lieu à un exode massif de 900 000 Palestiniens expulsés et qui doivent trouver refuge dans les pays de la Ligue arabe, Arabie saoudite, Égypte, Irak, Liban, Syrie, Jordanie et le Yémen. Le roi Abdallah de Jordanie négocie en secret avec les Juifs, le 16 décembre 1949, pour annexer le territoire prévu pour l'État arabe, la Palestine arabe et Jérusalem. Désormais la lutte contre l'État sioniste devient un facteur d'unité du monde arabe, mais malheureusement la guerre d'indépendance deviendra une naka, la catastrophe, car Israël s'appuie sur un puissant service de renseignement, le Mossad, né des cendres du service secret le SHY. La guerre de Suez, 29 acte 15 novembre 1956. La crise du canal de Suez, aussi connue sous le nom de guerre de Suez, ou campagne de Suez ou opération Kadesh, opposa l'Égypte et Israël. Le 26 juillet 1956, Nasser opère le nationalisme du canal lors d'un discours à Alexandrie. La pauvreté n'est pas une honte, mais c'est l'exploitation des peuples qui l'est. Nous reprendrons tous nos droits, car tous ces fonds sont les nôtres, et ce canal est la propriété de l'Égypte. En réponse à l'interdiction de navigation au niveau du canal de Suez et du golfe d'Aqaba aux navires israéliens, l'État juif envahit le Sinaï et s'empare de la bande de Gaza. Cette action sanctionne une défaite de l'armée égyptienne et la Grande-Bretagne et la France, actionnaires de la Compagnie du Canal, prennent position à Suez, à Ismaïla et à Port Saïd. Les troupes du colonel Gamal Abdel Nasser, 1918 à 1970, président de 1956 à 1970, doivent leur survie qu'à l'ultimatum des USA et de l'Union des républiques socialistes soviétiques qui summonent les alliés d'Israël de se retirer de l'Égypte. La guerre des 6 jours, 5-10 juin 1967. Pour parer à une attaque israélienne, Nasser signe un pacte militaire avec la Jordanie et l'Irak et décide de la fermeture du golfe d'Aqaba par où devait transiter le ravitaillement stratégique d'Israël. En réaction, l'armée israélienne, le Tsahal, déclenche une guerre préventive sur tous les fronts. La surprise fut totale et en 6 jours de combat, Israël occupe le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Golan syrien et Jérusalem et le 22 novembre 1967. L'ONU adopte la résolution 242 qui préconise l'instauration d'une paix globale en échange d'un retrait israélien des territoires occupés. Israël montre sa ferme volonté d'en finir avec les FDAIN, combattants palestiniens, qui utilisent ces territoires pour se replier. La guerre de Kippour, juin 2024-octobre 1973. Le président Anwar el-Sadat, 1918 à 1981, président égyptien de 1970 à 1981, assassiné le 6 octobre 1981, qui succéda à Nasser, mort en 1970. Décide en 1973 de laver l'humiliation faite aux Arabes par Israël pour récupérer les terres perdues en 1967. Le jour de la fête du Yom Kippour, Grand Pardon, fête religieuse juive, l'Égypte et la Syrie attaquent par surprise les troupes israéliennes au Sinaï et au Golan syrien. Pour la première fois, les troupes israéliennes sont en difficulté. L'ONU impose un cessez-le-feu et envoie des casques bleus. Elle adopte aussi la résolution 338 qui reprend les termes de la résolution 242.
Israël accepte un retrait partiel sur le front égyptien et syrien mais refuse de céder les territoires occupés en 1948 et 1967. Pour contraindre les puissances occidentales à faire pression sur Israël, les pays arabes exportateurs de pétrole, OPEP, décident, le 17 octobre 1973, à Koweït City, d'une hausse du cours du baril de 70%, un embargo contre les amis d'Israël et une réduction de la production de 5% par mois. Cette série de mesures fut à l'origine du premier choc pétrolier. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État américain Henry Kissinger, lire Mati Golan, les négociations secrètes de Henry Kissinger au Proche-Orient, ed. Robert Laffont, 1977, entama la politique du pas sans grave pas, c'est-à-dire négocier avec l'Égypte puis avec la Syrie, cette politique qui aboutit au rapprochement entre l'Égypte et Israël. Cette diplomatie permet au président Sadat de se rendre à Jérusalem, le 20 novembre 1977, y prononce un discours, à la Knesset, parlement israélien, et reconnaît Israël. Ainsi l'Égypte semble renoncer à l'option militaire, accepte de signer les accords de Camp David le 17 septembre 1978 qui stipulent que l'évacuation du Sinaï par Israël. Aussitôt après Camp David, l'Égypte est exclue de la Ligue arabe dont le siège est transféré du Caire à Tunis. Ces accords sont signés entre Anwar el-Sadat, le premier ministre israélien Menahem Begin, 1913 à 1992, premier ministre de 1977 à 1983, et le président américain Jimmy Carter, né en 1924. 39e président de 1977 à 1981. La guerre du Liban, 6 juin 1982, ou Opération Paix en Galilée. Les FDAIN, combattants palestiniens, chassés de Jordanie après le Septembre noir, guerre opposant les FDAIN et la Jordanie, ont trouvé refuge au Liban. Leur implantation inquiète Israël qui, libéré du front égyptien depuis les accords de Camp David, envahit le Liban en juin 1982 pour déloger les commandos de l'Organisation de libération de la Palestine, organisation créée en 1964. Dirigée par Yasser Arafat. Beyrouth est assiégée par les troupes du général Ariel Sharon. Cette guerre se superpose à la guerre civile libanaise de 1975 à 1990, faisant 150 000 victimes. La guerre du Liban atteint son paroxysme avec les massacres de Sabra et Shatila du 16 à 18 septembre 1982. Deux camps de réfugiés palestiniens, à la sortie de Beyrouth, faisant 800 morts, par des phalanges chrétiennes sous les yeux des soldats israéliens qui n'interviennent pas. Après l'évacuation des combattants de l'Organisation de libération de la Palestine. Le Tsahal se retire du Liban le 24 mai 2000 après 20 ans d'occupation. La résistance palestinienne. L'action de l'Organisation de libération de la Palestine, créée en 1964, l'Organisation de libération de la Palestine, Organisation de libération de la Palestine, est d'abord présidée par Ahmed Shukeri. En 1967, elle est renforcée par le ralliement du Fatah de Yasser Arafat, 1929 à 2004. Succédant à Shukeri en 1969, Arafat réaffirme sa détermination à éliminer Israël. Le mouvement nationaliste palestinien est également incarné par le FDLP, Front démocratique pour la libération de la Palestine, de Abu Nidal et par le Front populaire de la libération de la Palestine, Front populaire de libération de la Palestine, du Dr Georges Habash, la branche la plus radicale qui utilise l'arme du terrorisme. L'armée du terrorisme, l'Organisation de libération de la Palestine va opter à partir de 1970 pour le terrorisme international. Installés en Jordanie, les FDAIN procèdent à des détournements d'avions de ligne.
C'est suite à ces actions que le roi Hussein de Jordanie ordonne un nettoyage systématique des combattants palestiniens sur son territoire, Septembre noir, faisant 10 000 morts du côté des Fédéaïnes. Des troupes de kamikazes se font exploser dans les lieux publics ou envoient des colis piégés et sur le territoire israélien, des tirs de roquettes sont régulièrement enregistrés. En 1972, lors des J.O. Jeux olympiques, de Munich, en Allemagne, la délégation israélienne est retenue en otage puis assassinée. L'intifada, elle est surnommée aussi la guerre des pierres. Déclenchée le 7 décembre 1987 suite à une insurrection de la jeune génération palestinienne dans les territoires de la Cisjordanie et de Gaza occupés par le Tsahal. C'est la première intifada. En fin septembre 2000, la deuxième intifada débuta suite à la visite jugée provocatrice de Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem. Cette deuxième intifada est connue sous le nom d'intifada d'Al-Aqsa. À la différence de la première intifada, le nouveau soulèvement est dominé par des actions armées contre l'armée israélienne commises par le Hamas fondé par Ahmed Yassine. Par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa proches du Fatah aidé par le Hezbollah, un mouvement terroriste du Liban Sud, créé après l'invasion israélienne de 1982. La question palestinienne, entre évolutions et blocages. Les blocages du processus de paix. La problématique des réfugiés, les grands perdants du conflit israélo-arabe sont les populations palestiniennes. En effet, de 1948 à 1967, le nombre de réfugiés ne cesse d'augmenter, passant de 750 000 entre 1948 et 1950 à plus de 2 millions en 1967. Ils sont contraints de vivre sous administration israélienne, humiliés et expropriés. Aujourd'hui l'UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine ou Office des secours et travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, a dénombré plus de 3,7 millions de réfugiés palestiniens dispersés en Israël, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et au Liban. La question des frontières, voire les différents cessez-le-feu donnant les différentes résolutions, 181, 194, 242, 338. Chaque résolution a abouti à un nouveau plan de partage, à une colonisation des territoires palestiniens. C'est dans cette idée d'édifier le grand Israël biblique, Eretz Israël, que les dirigeants israéliens usent et abusent de violence, de répression, d'assassinat, assassinat de Ahmed Yassine et de Yasser Arafat, et de destruction des maisons palestiniennes. La division des Palestiniens. Avec la lutte que se livrent le Hamas, le Fatah, le djihad islamique et la fuite en avant de la Ligue arabe et de l'OCI, organisation de la conférence islamique. La question palestinienne a encore du mal à sortir de la crise. Les statuts de Jérusalem, Al-Quds. L'enjeu est le contrôle des lieux saints de la ville de Jérusalem est en effet, sur le site de Haram el-Sharif, ou Dôme du Rocher. La mosquée d'Al-Aqsa contiguë au mur des Lamentations est construite, selon les Israéliens, sur les vestiges de l'ancien temple de Salomon qui était détruit par les Romains. Pour les Palestiniens, la partie doit être évacuée pour devenir leur capitale. Les évolutions de la question palestinienne. La seconde intifada a montré l'impasse dans laquelle se trouvait toute tentative de règlement du conflit. Sur la scène internationale, le début des années 1990 est marqué par une longue série de pourparlers entre le gouvernement israélien, dirigé à l'époque par Yitzhak Rabin du Parti travailliste et l'Organisation de libération de la Palestine. Le 13 septembre 1993 sont signés les accords d'Oslo I. Les accords d'Oslo II suivront en 1995. Oslo II sont des accords négociés à Taba, en Égypte, signés à Washington, avec plusieurs objectifs. La bande de Gaza et la Cisjordanie occupée depuis 1967 par l'armée israélienne, le Tsahal.
Ces deux territoires sont alors confiés à l'autorité palestinienne, AP, depuis 1994 et 3 zones sont alors définies. Zone A, sous contrôle palestinien. Zone B, sous contrôle civil palestinien mais dont la sécurité est assurée conjointement avec l'armée israélienne. Zone C, sous contrôle israélien. À cette époque, en 1994, l'AP, autorité palestinienne, contrôle les grandes villes de la Cisjordanie, Hébron, Bethléem, Jéricho, Ramallah, etc., et les 2/3 de la bande de Gaza. Mais en 2005, après le démantèlement des 28 colonies juives, c'est la totalité de la bande de Gaza qui passe sous son contrôle palestinien hormis son espace aérien et son espace maritime, voire. Ces différents textes ne sont pas complètement appliqués à cause de la montée de la violence et du radicalisme de part et d'autre, à cause aussi de l'arrivée au pouvoir de Benyamin Netanyahou, leader du parti Likoud, en Israël en 1996 qui remet en cause les accords. De faibles avancées auront toutefois lieu comme en témoignent les accords de Paris de février 1996 traitant des questions économiques entre les deux belligérants et le traité de paix entre la Jordanie et Israël en octobre de la même année. Pour permettre aux accords d'Oslo de voir le jour, un accord supplémentaire, l'accord de Wye Plantation ou Wye Rivet est signé en 1998. L'objet du texte porte sur un retrait partiel, 13%, de la Cisjordanie en échange d'un engagement palestinien de lutter contre les mouvements terroristes. Les accords de Sharm el-Sheikh, Égypte, signés par Ehud Barak du Parti travailliste et Yasser Arafat, le 4 septembre 1999, permettent aux Palestiniens de récupérer 7% du contrôle de la Cisjordanie. Les troupes israéliennes subissent la deuxième intifada suite à la visite d'Ariel Ari Sharon, qui sera élu chef de gouvernement en février 2001, sur le site de l'esplanade des mosquées à Jérusalem et à l'échec des accords de Camp David, juillet 2000. En 2003, une feuille de route, ou roadmap, est proposée par le quartet, USA, Union des républiques socialistes soviétiques, ONU et UE, pour aboutir à une paix durable. Cependant les efforts de paix sont anéantis par la construction en Cisjordanie d'un mur de séparation. Le mur de sécurité, par l'activisme terroriste du Hamas et par les opérations meurtrières du Tsahal dans la bande de Gaza. Relations israélo-palestiniennes après la mort de Yasser Arafat en 2004. Israël déclenche une stratégie avec plusieurs opérations militaires pour répondre aux tirs des roquettes du Hamas par un dispositif de batteries ou de chars appelé dôme de fer. Par la fermeture des frontières de Gaza, bande de terre étroite de juin 2012 km et longue de 41 km soit 3 fois la superficie de Paris. 362 km² alors que Paris 122 km², et pour détruire les tunnels d'approvisionnement. Parmi les opérations militaires on peut retenir. En 2006, opération pluie d'été. En 2008-2009, opération plomb durci. En 2012, opération pilier de défense. En 2014, opération bordure protectrice. En 2006, le Hamas crée en 1987, organisation proche des frères musulmans d'Égypte gagne les élections législatives contre le Fatah, parti de Yasser Arafat, Fatah 43 sièges, Hamas 76. Autre le reste des 132 sièges du Parlement. Mais ces élections législatives ne sont pas reconnues par la communauté internationale car le Hamas prône la destruction de l'État d'Israël et la création d'un État palestinien musulman. Il refuse aussi les accords d'Oslo. La victoire du Hamas aura plusieurs conséquences. Astérisque isolement économique de la Palestine, Israël arrête le versement des droits de douane. Astérisque isolement diplomatique, UE et USA arrêtent leurs aides financières. Astérisque isolement politique, violent heurt entre le Fatah qui contrôle la Cisjordanie et le Hamas qui légifère la bande de Gaza.
Ainsi à la fracture géopolitique s'ajoute une fracture politique et idéologique entre deux organisations censées défendre la même cause. La cause palestinienne est lutter contre une colonisation de la Palestine. Conclusion. L'enlisement du conflit israélo-palestinien trouve ses origines dans la complexité des accords géopolitiques. Malgré les multiples résolutions de l'ONU, une sortie de crise est envisageable avec la création d'un État palestinien que reconnaîtrait la communauté internationale. C'est sans doute dans ce contexte qu'il y aura une paix durable au Proche-Orient entre les différents belligérants.